Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo dédiée à In Sung-man de la nouvelle série des vidéos dédiées au président de la Corée du Sud. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, lors de ses activités internationales afin de devenir président de la Corée du Sud, le premier président de la Corée du Sud en 1948, In Sung-man n'a pas toujours été un gestionnaire très apprécié. On parlait dans la première vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. On parlait vraiment de détournement d'argent, violence envers les personnes qui ne pensaient pas comme lui, voire même meurtre. Cependant, il réussit à se faire élire premier président de Corée du Sud en 1948. Cette élection a été faite par le Parlement, notamment parce que In Sung-man était soutenu par le gouvernement américain. Cependant, que pensent les Coréens de In Sung-man? Alors, on ne peut pas trop trouver des sondages, des prédictions de vote ou autres liées à cette époque-là, mais on peut parler de quelque chose de très factuel et de certain, qui est la révolution qui s'est passée à Jeju. Déjà avant son élection, des manifestations, des protestations ont eu lieu à Jeju dès que l'ONU a proclamé le gouvernement de transition de Corée du Sud. En effet, Jeju est une île plutôt communiste et lors de cette annonce, ils ont un peu senti venir le coup que la Corée allait être séparée entre le nord et le sud. Eux étaient donc contre et ont commencé à se manifester. Avant l'élection d'In Sung-man, lors d'une des manifestations, la police tire afin de les disperser à balles réelles. 6 civils, dont un enfant de 6 ans, sont tués. Comme je l'expliquais dans la première partie de cette vidéo dédiée à l'histoire de In Sung-man, lorsqu'il arrive en Corée du Sud, après la défaite du Japon et la fin de l'occupation japonaise de la Corée du Sud, In Sung-man va se positionner très clairement comme un anticommuniste. Vous vous doutez donc bien que lorsqu'il est élu président, cette révolution grandissante sur Jeju, In Sung-man ne va pas l'apprécier. Après plusieurs manifestations, on passe vraiment à une révolution par les communistes. Plus de 3500 révolutionnaires s'attaquent à 11 des 24 postes de police. De nombreux policiers sont tués, notamment sont ciblés ceux qui étaient policiers lors de l'occupation japonaise. La révolution est telle que In Sung-man décide de déclarer la loi martiale, le règne par la force. Il y a donc une révolution entre avril 48 et mai 49. De nombreux crimes de guerre sont commis durant cette période qui fait plus de 14 000 victimes, majoritairement des personnes civiles. Cependant, quand on prend juste ces informations-là, on peut se dire qu'In Sung-man, il n'avait pas trop le choix. C'est le début de la guerre froide, juste avant son élection en 1947, le début de la guerre froide. Il est soutenu par les États-Unis, il se prône anticommuniste, donc on peut se dire, ok, il n'avait pas vraiment le choix de faire cette guerre nationale, hein, de partir en guerre contre les communistes qui se rebellent à Jeju. Ça excuse pas ou autre, mais on peut se dire, c'est ce qui s'est passé. Mais non, non, pas du tout. In Sung-man, mis à part ça, n'a pas forcément été un bon président et relevait plus de la dictature qu'autre chose. Au début des années 50, 2 ans après le début du mandat d'In Sung-man, il est estimé que sur l'ensemble de la Corée du Sud, plus de 30 000 communistes sont emprisonnés et plus de 300 000 sympathisants sont dans des camps officiels de rééducation. Donc, mettre des gens qui ne pensent pas forcément comme toi dans des camps de rééducation pour les faire travailler toute la journée, ça devrait rappeler certaines choses pas très glorieuses de
de la Seconde Guerre mondiale, non? Ce que In Sung-man est en train d'implémenter en Corée du Sud, ça s'appelle l'illisme. C'est très clairement, il faut utiliser les mots, la version coréenne du nazisme. Donc on ne va pas aller à généraliser le meurtre massif d'une catégorie de personnes comme ça a été fait par les nazis, mais c'est tout droit tiré du nazisme. D'ailleurs, ce n'est pas In Sung-man qui a eu cette idée. Cette idée lui a été introduite par un de ses fidèles, qui est Han Dong-hee, l'un des plus fidèles du président In Sung-man. Et ce dernier a eu vent de cette culture lorsqu'il faisait des études en Allemagne lors des années glorieuses du nazisme. Le concept de l'illisme, c'est clairement établir un pays avec une race unique, ayant une pensée unique, qui se joint, qui se rassemble derrière un seul et unique leader. In Sung-man n'était donc pas forcément un très bon président, juste de par le concept de dire « si tu ne penses pas comme moi, tu vas dans un camp de rééducation ». Mais il a quand même été réélu 2 fois, 3 élections au total. On a vu comment ça s'est passé par la première. Découvrons en plus sur les 2 suivantes qui ont eu lieu en 1952 et en 1960. Il faut savoir que sur le premier mandat d'Im Sung-man, il y a eu énormément de scandales de corruption, et notamment durant la guerre de Corée. Encore une fois, je reviendrai sur la guerre de Corée dans une vidéo qui sera dédiée. Cependant, on va quand même parler d'une des plus grosses affaires, l'un des plus gros scandales que même In Sung-man n'a pas pu ignorer. Toute l'administration In Sung-man avait cette réputation de détourner de l'argent. L'un des plus gros scandales, celui dont je vous parle, est la mort de milliers de soldats qui faisaient partie d'une équipe de parachutistes. Tous sont morts soit de faim, soit de froid. En effet, bien que l'américaine ait envoyé de l'argent pour acheter des équipements, des habits, de la nourriture et pouvoir fournir du chauffage dans les locaux, cela n'a pas été fait et les millions de dollars américains ont été détournés par le général et 5 autres de ses officiers qui, tous ensemble, furent exécutés à dégoût en 1951. Avec toutes ces histoires de corruption, de personnes enfermées, In Sung-man n'est pas vraiment pressenti comme un candidat sérieux pour sa prochaine élection. Il le sait, il le sent, mais il est malin. Il va donc décider de faire passer un amendement afin que la prochaine élection ne soit pas votée par le Parlement, comme lors de la première, mais par la population coréenne. Évidemment, cet amendement est rejeté. In Sung-man doit donc trouver un moyen de le faire passer. Sa technique ? Faire enfermer ceux qui s'y sont opposés pour le proposer une nouvelle fois. Et là, forcément, quand il n'y a plus d'opposants dans l'hémicycle, l'amendement passe tranquillement. Et c'est ainsi qu'en 1952, avec 74% des voix de la part du peuple coréen, In Sung-man est de nouveau élu président de la Corée du Sud. Alors, on peut comprendre, c'est un peu une théorie faite au vu du vent, mais on peut se dire que on est en période de guerre, la population n'a pas forcément vent de toutes ces histoires, et du coup, il y a peut-être eu aussi un petit peu de bourrage, mais ça peut se concevoir que les personnes qui votent se disent « bon, bah, on va garder le même président, on continue sur la lancée, c'est pas l'heure de faire de la politique ». 1952, c'est le plein milieu de la guerre de Corée. L'objectif, c'est juste d'être stable et de pas avoir d'autres soucis, de se focaliser sur la guerre et sur la sécurité et la survie du pays. Donc ça peut se comprendre, mais parlons tout de suite de la troisième élection qui fut bien pire et qui est
la raison de la chute d'Im Sung-man. La sortie de la guerre de Corée en 1953 est vraiment terrible. Le pays est dévasté. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, dans la vidéo dédiée à la guerre de Corée. Mais il faut vraiment tout reconstruire. Et pour cela, la Corée du Sud dépend énormément des aides, notamment financières, des Américains. De nouveau, Im Sung-man va faire face à un petit souci légal. Cette fois-ci, il souhaite toujours faire voter le peuple, mais il ne peut être élu que 2 fois président de la République. Il va donc faire modifier la loi afin qu'il puisse être de nouveau élu. En 1958 aussi, il va, comme tout bon dictateur qui se doit, commencer à mettre la main sur la liberté de la presse et la diminuer. Ainsi, en 1960, il se fait de nouveau élire par le peuple coréen avec 90% des voix. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de l'opposition? Justement, étudiants. Il y avait 2 partis qui se présentaient face à celui d'Im Sung-man. Le premier, le parti progressiste, représenté par Cho Bong-am, et le parti démocrate, représenté par Cho Byung-ok. En juillet 1959, soit quelques mois avant les élections qui se sont tenues en mars, Im Sung-man accuse Cho Bong-am d'être un communiste. Très vite, le chef du parti progressiste sera emprisonné et rapidement exécuté. Du côté du parti démocrate, Cho Byung-ok, quelques temps avant les élections, va se rendre aux États-Unis afin d'avoir une légère opération à l'estomac. Cependant, il décédera d'une crise cardiaque. Le décès de ces 2 concurrents à Im Sung-man semble beaucoup trop à une coïncidence pour de nombreux Sud-Coréens et beaucoup pensent qu'ils sont le résultat de la corruption du gouvernement. Mais là n'est pas encore la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Corée du Sud, le président et le premier ministre sont élus par vote des citoyens le même jour, lors de la même élection, mais ce sont 2 votes séparés. On vote pour le président et pour le premier ministre. Donc on peut avoir président Im Sung-man et premier ministre quelqu'un d'autre. Évidemment, Im Sung-man veut que son protégé soit élu Premier ministre pour vraiment être un peu libre et faire ce qu'il veut. Ça va être plutôt logique. Le protégé d'Im Sung-man est arrivé vraiment très loin devant son concurrent. Plus de 7 millions de votes d'écart. Le parti d'opposition déclare alors que les élections sont truquées. Et le même jour, le 15 mars, plusieurs manifestations éclatent un peu partout dans la Corée. Faisons un zoom sur Mansan, dans le sud de la Corée, avec une manifestation rassemblant une grosse centaine de personnes. La police décide de disperser les manifestants via l'usage de la force. 1 mois après, un pêcheur découvre le corps d'un étudiant qui avait disparu ce jour-là. Il faudra attendre un peu, mais le 19 avril, on apprend que l'étudiant a eu la nuque brisée et s'est noyé des suites à l'usage non réglementaire d'une grenade par la police. Avant même que l'ensemble des éléments concernant la mort de cet étudiant soient révélés, les manifestations reprennent. Elles sont d'ailleurs menées majoritairement par des étudiants. Le 19 avril, le jour où tout est rendu public, plus de 100 000 étudiants manifestent à Séoul et se dirigent vers la Maison Bleue. La police répond en faisant feu et tue plus de 180 étudiants. De nouveau, Im Sung-man décide le règne par la force en établissant la loi martiale. Peu de temps après, le 25 avril, ce sont les enseignants qui vont se joindre aux étudiants lors des manifestations. Mais maintenant, ce qui change aussi, la police refuse d'ouvrir le feu sur les manifestants. Le lendemain, le 26 avril, Im Sung-man démissionne et prendra la fuite 2 jours après pour Hawaï. Lee Kim-pong, le fameux premier ministre élu à plus de 7 millions de voix d'écart, fut blâmé
pour la majeure partie de la corruption présente dans le gouvernement de Im Seung-man. Il sera tué, ainsi que toute sa famille, le 27 avril, dans un meurtre-suicide commis par son fils. C'est ainsi que la vie politique d'Im Seung-man se termine. Il restera à Hawaï jusqu'à sa mort le 19 juillet 1965. Son corps retournera alors en Corée du Sud afin d'être enterré au cimetière national de Séoul. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce second épisode dédié à la vie, à l'histoire de Im Seung-man, le premier président de la Corée du Sud. Je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode qui sera dédié au président numéro 2 de la Corée du Sud, de façon tout naturelle. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des retours dans les commentaires, à appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent. Encore une fois, merci et à bientôt.